Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le G5 Sahel toujours à la recherche de financement pour financer la force destinée à lutter contre le terrorisme à l'heure où la région fait plus que jamais face à la menace. Plus de 340 attentats en 2017. L'Afrique, une cible de choix des terroristes. Le terrorisme problématique au cœur de la dernière Assemblée générale des Nations Unies. Le continent est-il en mesure de prendre les rênes dans la lutte contre la menace et assurer sa propre sécurité? C'est la question au cœur de notre premier débat. Puis la Banque africaine de développement au secours de l'économie togolaise, soutient à hauteur de 80 milliards de francs CFA d'ici à 2020 et qui devrait directement bénéficier au plan national de développement économique et social, plan qui succède à un autre plan, là aussi stratégique, qui couvrait les années 2013-2017. À suivre également notre Zoom Société consacré à la lutte contre le paludisme. En 15 ans, la prévalence de la maladie a reculé en Afrique dans des pays tels que l'Afrique du Sud où des chercheurs viennent de mettre au point une toute nouvelle combinaison de molécules. Une avancée peut-être vers l'éradication de la maladie, estiment les scientifiques sud-africains. Pour débattre de cette actualité, avec moi sur ce plateau, M. Abdelkarim Yekoub Koundongomi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières. À mes côtés également, M. Dominique Yadonka, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes premier secrétaire général du mouvement en Centrafrique ITA, Initiative pour la transformation par l'action. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. La force G5 Sahel, toujours confrontée à la problématique du financement. Il faut 500 millions de dollars au total et les 5 pays engagés comptent surtout sur l'aide de la communauté internationale. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est récemment exprimé sur cette question du financement. Pour lui, les partenaires de la force conjointe transfrontalière du G5 Sahel doivent se mobiliser davantage. Pour le chef de l'État, il faut aller au-delà des déclarations de bonnes intentions. Aïssatou Bari, Siamlo Victoria Sedji. Malgré l'accord conclu en 2015 entre les autorités maliennes et l'ex-rébellion à dominante Touareg, les violences djihadistes se sont étendues du nord vers le centre et le sud du pays, se mêlant souvent à des conflits ethniques. Désormais, le Mali n'est plus seul dans le viseur des attaques terroristes, mais également le Burkina Faso et le Niger voisin. Aujourd'hui, la question est une question d'ordre international. Et évidemment, aucun État, quelle que soit sa puissance économique, ne peut faire face à ce défi-là. Aussi bien financièrement, aussi de renseignement, en termes de mutualisation des efforts et des équipements. Le Mali a entamé, dans son budget national de 2019, près de 22% qui est consacré au financement de la sécurité. Mais cela reste encore insuffisant. Donc l'appel du chef d'État rentre dans ce contexte-là pour demander évidemment aux différents partenaires qui avaient promis il y a un an de cela de concrétiser alors leurs promesses en action. Le Conseil de sécurité de l'ONU lance un appel à l'endroit des autorités maliennes et les pays du Sahel à développer une vraie stratégie régionale. Mais selon le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, la volonté politique seule ne suffit pas. Il faut aussi les moyens techniques et financiers. Jusqu'à aujourd'hui, la réponse qui a été apportée a été essentiellement militaire. C'est une approche globale dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez le volet militaire, vous avez également le volet économique, dans le cas de la lutte contre la pauvreté, le financement des jeunes, l'entrepreneuriat. L'autre élément de taille, c'est l'aspect social. Et comme ce que le Maroc est en train de faire depuis quelques années déjà dans la sous-région, en permettant aujourd'hui à des dignitaires religieux musulmans de pouvoir entamer alors ainsi d'enseignement supérieur par rapport à l'imama. Le G5 Sahel, qui doit compter 5000 hommes à terme, a été lancé par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad pour lutter contre les groupes terroristes qui opèrent dans le Sahel. Mais les 414 millions d'euros promis lors d'une conférence internationale des donateurs le 23 février 2018 tardent à se matérialiser. Alors une force qui, in fine, devrait prendre le relais sur la force Barkhane au Mali. Alors il faut 500 millions de dollars au total pour le lancement véritablement de cette force. Mais cette somme peine encore à être rassemblée. Abdelkarim Yekoub Koundongomi, est-ce que le continent, en tout cas ces 5 pays-là, sont réellement en mesure d'assurer leur propre sécurité ? Personnellement, je crois que depuis 2012 jusqu'à 2018, quand on regarde la situation sur le terrain, c'est une faillite. La faillite de ces États, d'abord. Pourquoi
il y a eu ces problèmes. Et quel est l'état, la stabilité, la capacité de chaque État concerné, de ces pays des champs qui font front à ces phénomènes, quelle est leur capacité à réagir? Pour moi, le fait d'avoir court-circuité l'Union africaine dès le début, parce que là on est en train de revenir vers la solution de l'Union africaine où on demande aux Africains, aux institutions africaines de prendre leurs responsabilités. Eh bien, il fallait le faire ça depuis le début. J'ai vu que les puissances, il n'y a pas que les Africains qui essayent de trouver des solutions. On voit beaucoup de pays, pour des raisons géopolitiques et stratégiques, essayent d'avoir leur présence là-bas et d'influencer les uns et les autres et les orienter selon leurs propres intérêts. Moi, je crois que demander à des pays comme le Tchad, où c'est un pays qui est instable, il y a des crises politiques, des instabilités économiques, un pays pauvre, n'arrive même pas à payer ses propres fonctionnaires et de pouvoir encore amener de l'argent pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Demander au Niger, en pleine crise aussi, un pays instable. Au Mali, nous n'en disons pas. Alors, ces pays-là ne peuvent pas aller au-delà des 10 millions. Finalement, on demande à des États complètement faillis, des États qui n'arrivent pas à assurer leur propre sécurité, des États n'assurent même pas leur bon fonctionnement à pouvoir jouer un rôle continental, ce n'est pas possible. Finalement, la solution, comme vous l'avez dit, se retrouve au niveau des institutions africaines. Pour moi, l'ONU, qui a soutenu les efforts de tous ces États qui se battent justement pour stopper le terrorisme au Mali, l'ONU doit maintenant travailler directement avec l'Union africaine et les organisations sous-régionales comme la CEDEAO pour pouvoir trouver une solution. Dominique Yanonka, sur le financement de cette force, on parle de 500 millions de exactement, dollars. Ça, comme disait mon collègue en face, vous savez, dès le départ, nous savons que cette histoire de force G5 Sahel, Barkhane, déjà Barkhane, ça c'est la partie française, G5 Sahel, c'était un échec. Pourquoi? Non seulement, moi je n'abandonne pas, j'abandonne pas dans le sens où il disait ici que l'échec n'est pas totalement. Sur le plan militaire, il y a des hommes capables. Alors vous parlez directement d'un échec alors que la force n'a pas véritablement encore été lancée. Mais non, mais cette faillite financièrement, ils n'ont pas les moyens de se déployer normalement sur le terrain. Donc il faut dire qu'en partie, c'est un échec, mais cet échec est dû à quoi? C'est juste parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont été, ce qu'a été leur objectif principal, d'éradiquer le terrorisme. Il faut rappeler dès le départ que l'histoire du Mali, ça a été pris à bras le corps par la France, qui était d'ailleurs le premier pourvoyeur de la solution pour essayer d'éradiquer le terrorisme dans la sous-région, tout en faisant appel à ces troupes, ces militaires de différents pays composés du G5 Sahel. Mais si vous les appelez pour aller combattre, bien entendu, il faut leur donner les moyens. Mais si vous posez la question au Niger ou au Tchad et autres, ils n'ont pas forcément les moyens pour le faire. Donc, ceux qui ont demandé à ces forces de se mettre de se mettre ensemble pour aller combattre, c'est ceux-là qui devaient financer. Bien entendu, malheureusement, l'initiative qu'ils sont en train de vouloir faire, c'est-à-dire qu'un revirement en allant vers l'Union africaine, je pense qu'à travers ça, il devait y avoir une solution. Mais là encore, je doute fort que même l'Union africaine puisse mettre la main à la poche pour pouvoir financer les opérations au Mali. La question, ce n'est pas de dire que l'Union africaine ne peut ou ne peut pas. L'Union africaine, c'est sa responsabilité. L'Union africaine a la structure paix et sécurité, a des structures destinées justement à régler le problème. Maintenant, pendant presque 8 ans, même l'ONU, les pays qui ont soutenu l'effort n'en sont pas arrivés justement à régler le problème. Combien de l'argent a été financé? Aujourd'hui, combien coûte tout ce qui a été fait? Maintenant, ils ne sont pas arrivés et on demande maintenant aux pays pauvres, faillis, moi je le répète encore. Je ne suis pas sûre que, est-ce que ces pays G5... Que ce qu'a dit le président Ibrahim Boubacar Keïta s'adressait directement aux 5 pays concernés par le G5 Sahel. Mais le problème c'est que les 5 pays sont concernés. Ils sont concernés, ils sont impliqués. Ils ne peuvent plus chaque pays s'est engagé à verser à peu près 10 millions de dollars, pas plus. Le reste, c'est la communauté internationale qui doit... Où trouveront-ils cette somme, madame? Où trouveront-ils cette somme? C'est ça la question. C'est là où j'ai dit... Moi, je prends un exemple type. Prenons le cas du Tchad,
qui a envoyé presque 1500 hommes sur ses propres fonds, les deniers publics. Le Tchad était dans une situation de crise économique, de crise politique, crise sociale. Le Tchad n'arrivait pas à payer, comme je l'avais dit précédemment, ses fonctionnaires, n'arrivait pas à payer les bourses des étudiants. Le Tchad était vraiment dans une situation impossible. Le Niger aussi a des problèmes. Le Mali est un État où il a failli même disparaître, donc, si ce n'était cette action pour le sauver. Donc, la Mauritanie, n'en parlons pas. Comment peut-on demander à ces États-là de financer? Moi, je crois que la communauté internationale doit prendre sa responsabilité d'accompagner, je dis bien d'accompagner, d'encadrer et d'exiger des résultats, tout en combattant justement la source de ces problèmes. Si aujourd'hui, il y a des États ou des régions entières qui veulent leur indépendance, comme l'Azawad, qui est à la source des problèmes au Mali, ou des gens qui sont revenus de la Libye après l'éclatement du régime de Gaddafi, qui se sont déversés dans cette région, je crois qu'à un moment donné, l'ONU, la communauté internationale et l'Union africaine doivent être aussi très exigeants pour avoir des gouvernements capables de pouvoir assurer. Dominique Yanonka. Oui, non. Mais ce que j'aimerais bien que vous savez, le Tchad n'est pas allé au Mali de son propre chef. Le Tchad était au Mali parce que de façon opportuniste. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Au moment où Quelque part. Déby a envoyé ce soldat pour pouvoir se racheter une virginité internationale. Déby a été en situation d'échec au Tchad. La seule façon d'avoir une légitimité... Je ne dirais pas qu'il y a une situation d'échec. C'était d'être utile. Non. Maintenant, attention, ne dites pas. C'est ça là où moi, ça m'attriste que des Africains pensent toujours que c'est Déby qui a fait ceci. Non. Non. Les militaires personne tchadiens... dit ça. C'est ce que vous dites. C'est le peuple tchadien. C'est les militaires tchadiens qui sont partis. Je suis en train de vous dire ceci. Oui. Vous prenez le temps, vous allez comprendre. Que le Tchad est parti au Mali à la demande de la France et la communauté internationale. Personne n'a dit le contraire. Donc, sur injonction de la France et la communauté internationale. Donc, non, avant la France d'abord. Enfin, mais soutenu par la communauté internationale jusque-là. Avant d'y aller, il y a bien eu des accords entre ces pays, tout en sachant que le Tchad est un pays pauvre, mais militairement, le Tchad est capable de faire face à ces groupes terroristes parce que le Tchad la France avait fait appel au Tchad par son expérience que les pays les plus pauvres du monde à l'armée pratiquement la plus... c'est une question de choix politique et d'orientation. Moi, je pense qu'il est important, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où la France et la communauté internationale a fait appel à ces groupes, ces troupes, c'est-à-dire de former des troupes conjointes pour exercer dans la zone du Sahel, elle doit mettre la main à la pâte. Je sais que depuis... la France de mettre la main à la pâte. Ne dites pas de demander à la France, à l'Union africaine. Il y a quand même... Alors quand même, le G5 Sahel, ça devait en quelque sorte constituer le premier pas, les premiers pas pour l'Afrique pour véritablement, peut-être pour la première fois, se prendre en charge. Mais non, on ne peut pas parler de premier pas pour l'Afrique parce que l'Union africaine a été mise hors jeu dès le départ. C'est la communauté internationale. Demander à la France de financer, c'est vraiment une aberration. Non, il vous souviendra que la communauté internationale quand même depuis le début de la crise en 2012, en 7 ans, il y a quand même... la communauté internationale. Dites-nous, la communauté internationale, c'est qui? Je parle notamment de la France. Non, la France n'est pas la communauté internationale. La France, c'est la France. Bon, alors, on va laisser Dominique donc. Donc, il y a quand même, depuis 2012, il y a eu quand même 4 milliards de dollars d'euros qui ont été investis dans ces zones. Vous serez d'accord avec moi qu'aucun de ces pays n'a les moyens d'investir autant d'argent dans cette crise en 7 ans. C'est ce que j'avais dit au début. S'ils ne sont pas capables aujourd'hui de mettre la main à la pâte, c'est-à-dire sortir les 10 millions de dollars chacun, combien de fois ils vont sortir 4 milliards? Donc, quelque part, il y a des financements. Mais ce qui fait que peut-être la manière à laquelle ces argents ont été... l'orientation de ces sous, c'est ça qui cause problème. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de résultat escompté jusque-là?
C'est la grande question que nous devons nous poser. Mais pour ce qui concerne attendre à ce que ces pays puissent mettre la main à la pâte pour financer un projet, nous allons encore attendre pendant 7 ans. Ça, c'est illusoire. C'est illusoire pour moi. Abdelkarim? Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi faire face à ses propres responsabilités. C'est une grande erreur, cher ami, d'appeler la France pour venir encore financer le G5. Moi, je crois que c'est à la communauté africaine. La communauté africaine a les moyens, même s'il faut lever des taxes, même s'il faut contribuer pays par pays pour pouvoir faire face à ces phénomènes globaux. Le Sahel, ce n'est pas seulement le G5. Le Sahel, c'est toute la bande sahélienne africaine qui est en menace. Et à cela, je dis bien à cela, il faut ajouter aussi le phénomène de migration, le phénomène de contrebande, le phénomène des attaques des... Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, trouver la solution continentale. Au niveau de l'Union africaine, c'est vrai, l'Union africaine n'a pas d'argent, mais l'Afrique a beaucoup d'argent. Beaucoup de ressources. Maintenant, beaucoup d'argent. L'Afrique a beaucoup d'argent. Si, je dis bien, si dès le début, la France avait dans cette initiative à saluer, qui a sauvé le Mali d'une implosion, elle doit absolument, je dis bien absolument et nécessairement, la suite, aider l'Afrique tout en se mettant derrière et en soutenant l'Afrique dans ses efforts, en donnant la responsabilité à Abdelkarim, est-ce que là, vous n'avez pas un double discours? Non, non. Alors, j'ai dit que la France doit être comme partenaire. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est ça là où je vous dis... Est-ce que ce n'est pas ce double discours, justement, qui pose problème? Alors, on sait que... C'est pas un double discours quand j'ai dit... Effectivement, au sein de l'Union africaine, on a des présidents comme le président rwandais, Paul Kagame, qui soutient une émancipation financière de l'Afrique. Et de l'autre côté, on a certains présidents, notamment les présidents maliens, les présidents tchadiens, qui appellent la communauté internationale, notamment la France, à s'impliquer davantage pour le financement, notamment du G5 Sahel. Dominique, est-ce que ce n'est pas ce double discours qui pose un problème, notamment au niveau de la vision? Vous savez, comme j'ai dit, il faut que nous fassions la genèse d'abord de la crise malienne. Pourquoi les Occidentaux se sont empressés pour aller vite mettre en place le G5 Sahel? C'était pour prémunir de toute attaque terroriste parce que le Mali allait servir de base arrière. Toute la bande comment on appelle ça, du Sahel allait servir de base arrière au terrorisme pour embêter les pays occidentaux. C'est pour cette raison qu'ils sont partis non seulement accompagner dans les premières heures, accompagner ces États pour éradiquer les cellules terroristes et djihadistes dans la région. Une fois qu'ils se sont rendus compte que ça ne vaut plus la peine de s'investir au maximum, les gens se sont retirés. Parce que faire déplacer, comme je parle de la force Barkhane, je n'ai pas exactement les chiffres, mais ce n'est pas moins de peut-être 5 ou 1 million d'euros par jour de dépenses, ou voire plus, je n'en sais rien. Maintenant, il va de la responsabilité des pays africains de prendre les choses, de se prendre en main. Mais moi, j'ai un doute. Les Africains, nous, on est capables de parler, de dire qu'on est capable de sortir de l'argent au moment venu. On prend des engagements, mais ces engagements, pour faire face, personne mettra la main à la poche. Malheureusement, on va se retourner encore vers ces pays occidentaux qui nous ont soutenus dès le départ dans ce projet, de demander encore de l'argent. J'ai vu récemment qu'ils ont dit qu'ils vont encore rajouter 100 millions supplémentaires pour l'opéralisation de la force conjointe dans la zone. Donc, vous avez... Et pourtant, on parle de l'Union africaine, mais quelque part, c'est toujours les mêmes. Ceux qui sont là, ce n'est pas l'Union africaine qui va sortir les 100 millions d'euros supplémentaires pour financer le projet. Alors, juste quelques précisions. Oui. Alors, les États qui sont engagés à financer cette force, on a l'Arabie Saoudite, les États-Unis, les Émirats Arabes Unis, la France, bien sûr. Est-ce que les présidents africains, les gouvernants africains ne sont pas en train de déléguer leurs responsabilités et, in fine, une perte de souveraineté qui... Alors, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts la souveraineté déjà perdue depuis longtemps. Je vous ai dit dès le début que ce n'est pas une question de double discours. Le fait de les demander à ce pays, je ne dis pas la communauté internationale. Pardon, on a quand même des financements tous azimuts. Est-ce que ça va pas... Quand je dis communauté internationale, pour moi, c'est l'ONU. Parce qu'il n'y a que l'ONU qui peut se permettre de s'appeler la communauté internationale. Le reste,
c'est des puissances qui veulent avoir leur chasse gardée et leur zone d'influence. La France a investi parce qu'elle veut garder son zone d'influence. Au même moment, au même endroit, on a des Américains qui ont des bases de drones. On voit les Qataris qui viennent intervenir en Libye, qui veulent avoir leur influence. Les Saoudiens qui veulent avoir leur influence. Donc l'Afrique, finalement, les Chinois, il faut dire aussi, qui ont leur influence. Mais finalement, les Russes aussi. Les Russes aussi qui sont en train d'arriver. Donc, peut-être, les Africains auraient pu être encore plus malins de pouvoir jouer toutes les cartes et pouvoir traiter toutes ces puissances qui veulent venir chez nous, de les traiter d'égal à égal et à pouvoir avoir aussi les propres moyens. Sinon, on sera toujours ballotté d'une zone d'influence à l'autre. Sur quelle base? Donc, je vais revenir à ce que vous avez dit maintenant. L'Union africaine, si vraiment on laisse les États africains face à leurs propres responsabilités, sans tout le temps, à chaque fois qu'il y a une crise, on vient les prendre en main, on ne s'en sortira jamais. Mais on est obligé, je dis bien, on est obligé de laisser l'Union africaine toute seule à gérer avec ses propres fonds. Sinon, si à chaque fois, comme des biberons, des enfants, on leur donne des biberons, à chaque fois, ils réclament des biberons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette même Union africaine qui prend l'indépendance de la gestion... financée à moitié par l'Union africaine. Mais comment voulez-vous parler de l'indépendance qu'à partir du moment que vous allez demander de l'argent au maître pour venir régler... Le terme maître est très fort. N'utilisez pas des maîtres parce qu'on n'est pas encore entre maître et sujet. Mais l'Union africaine, ce que je dis, c'est cela. Bon. Paul Kagame avait raison de dire qu'à un moment donné, il faut que l'Union africaine se finance avec ses propres fonds. La Chine a proposé aider de façon philanthropique à l'Union africaine en offrant des bureaux. Ils se sont rendus compte que finalement ces bureaux étaient piégés et que les gens écoutaient tout ce qui se disait dans ces bureaux. Donc finalement, nous on devait éviter tout cela, avoir nos propres moyens, à préparer nos propres plans de défense de notre continent sans les intérêts de chacun. Si la France est intervenue et les pays européens en train de financer, vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas pour l'Afrique. C'était pour éviter que les terroristes viennent... Attendez, j'ai fini. Pour éviter que les terroristes puissent utiliser l'arrière-base pour faire des opérations. Attaquer chez eux. Exactement, c'est la même chose pour la lutte contre l'immigration. C'est exactement la même chose pour la lutte contre le trafic de drogue. Exactement, à chaque fléau, nous, on suit les politiques migratoires de sécurité des autres continents. Il est temps qu'on joue notre propre partition. Pour cela, il faut avoir des dirigeants qui ont la légitimité de le peuple et qui ont aussi le soutien de leur peuple pour pouvoir dire, permettez-moi le terme, se libérer de cette carcan de pouvoir avoir recours à des gens qui leur disent ce qu'ils doivent faire. Alors, pardonnez-moi Dominique, on continue ce débat, mais on va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Pas de problème.